Regardez bien cet homme. Si vous le croisiez dans la rue, vous lui feriez confiance. Il a été policier, respecté, irréprochable. Et pourtant, pendant des années, il a tué des femmes dans sa propre ville, sans jamais éveiller le moindre soupçon. Jusqu'au jour où une seule erreur a tout fait basculer. Si vous êtes fan de true crime, de l'étrange, du sombre et du mystérieux raconté sous forme d'histoire, vous êtes au bon endroit. C'est exactement ce que je fais ici. Abonnez-vous à la chaîne et activez toutes les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Novosibirsk, hiver 1998. La troisième ville de Russie de par sa population. 1,5 million d'habitants. Une métropole industrielle construite sur les deux rives de l'Ob, un fleuve qui gèle en novembre et reste prisonnier des glaces jusqu'en avril. Les hivers descendent à moins 40 degrés. La ville tourne quand même, elle a toujours tourné. Mais les années 90 ont laissé des traces profondes. L'économie soviétique s'était effondrée du jour au lendemain. Les salaires n'étaient plus versés, les usines fermaient. Beaucoup de gens cherchaient à survivre comme ils le pouvaient. Dans le district de Kirovski, sur la rive gauche, il y avait une artère qu'on appelait la route des ivrognes. Une ancienne voie de contournement qui traversait des zones peu éclairées, peu fréquentées. Les prostituées y travaillaient depuis le début des années 90. Elles s'y retrouvaient chaque nuit par dizaines. Certaines étaient toxicomanes, d'autres avaient perdu leur emploi, d'autres encore n'avaient pas d'autre option. Elles connaissaient les risques, et elles connaissaient les policiers qui patrouillaient sur cette route. Ceux qui les protégeaient des hommes violents en échange d'un petit pot de vin quotidien. Le 19 novembre 1998, un homme découvre un vieux réfrigérateur abandonné dans une décharge sauvage en périphérie de la ville. À l'intérieur, le corps d'une femme, sans tête. Quelques mètres plus loin, sous une plaque de ferraille, la tête est retrouvée, posée là, pas cachée, exposée à la vue de tous. Et juste à côté du corps, quelque chose ne colle pas. Une mise en scène. Un objet fabriqué à la main, posé là comme volontairement laissé. Un cercle de bois grossier entouré de petits morceaux plantés dans le sol. Rien de précis, rien de connu, mais suffisant pour donner l'impression que quelqu'un a voulu laisser un message. Ou pire, faire croire à quelque chose. Les enquêteurs ne savent pas qui est cette femme. Ils ne le sauront jamais. Elle restera dans les dossiers sous le nom de victime numéro 1. Au printemps 1999, une jeune femme de 19 ans, nommée Evgenia, disparaît. Son corps est retrouvé en morceaux dans différents quartiers de la ville. D'abord ses 2 pieds, puis une main, puis la tête, puis le torse. Elle se prostituait. On ne saura jamais exactement quand elle a été tuée. En mai, une autre tête de femme est découverte dans un secteur différent. Inconnue, jamais identifiée, victime numéro 3. Et à chaque fois, la même question se pose dans des bureaux différents, à des enquêteurs différents, sans qu'aucun d'eux ne communique avec les autres. La question, est-ce que c'est lié ? La réponse, personne ne veut la donner. Parce qu'admettre qu'un tueur en série opère sur son territoire, ça veut dire expliquer pourquoi on ne l'a pas trouvé. Ça veut dire des comptes à rendre, des rapports, des supérieurs mécontents. Alors dans chaque arrondissement de Novosibirsk, les dossiers restent séparés. Chaque procureur de district traite ses propres affaires. Certains vont même plus loin. Quand on ne retrouve qu'une jambe ou qu'un bras, pas d'organe vital, ils refusent d'ouvrir une enquête. Pas de corps entier, pas d'affaires. Et tant que les dossiers restent séparés, personne n'est obligé de dire le mot à voix haute. Il faut attendre l'an 2000 pour que quelqu'un, au sein du département d'investigation criminelle, prononce enfin ce mot, tueur en série. Un groupe de travail est créé. Mais les dossiers restent éparpillés dans les différents parquets d'arrondissement. Le groupe n'a aucune autorité sur eux. Et pendant ce temps, les corps continuent d'apparaître. Svetlana, 28 ans, retrouvée le 2 novembre 1999. Étranglée, décapitée, les os brisés, des traces de coups relevées sur le corps avant la mort. Elle connaissait les policiers du quartier, elle leur transmettait des informations. C'était une indique. Une étudiante de 21 ans, tête retrouvée dans une décharge en avril 2000. Un élève de 5e avait cru au premier regard que c'était un mannequin. Il avait voulu faire une blague à ses amis. Irina, 31 ans, responsable éditoriale dans un cabinet comptable. Elle élevait seule son fils d'1 an. Disparu en janvier 2001.
retrouvé en mars. Ses membres amputés, ses restes soigneusement enveloppés dans du papier journal et enterrés. Il a fallu 1 mois aux spécialistes pour reconstituer son visage et permettre son identification. Les années passent, les corps continuent d'apparaître. Les dossiers s'accumulent, chacun traité par différentes unités, et Novosibirsk reste silencieuse sur ce qu'elle sait. En 2005, 7 ans après la première victime, la décision est enfin prise. Tous les dossiers sont centralisés. Un seul enquêteur, Igor Chicha, du département régional du comité d'investigation de Russie, reçoit l'intégralité de l'affaire. Il s'installe à son bureau. Il pose devant lui 16 rapports de découverte de fragments de corps et plusieurs dizaines de signalements de femmes disparues. Premier constat, c'est le même tueur et il sévit depuis longtemps. Chaque crime qu'il commet est plus élaboré que le précédent. L'inspecteur Chicha ordonne de nouveaux examens. Il fait réinterroger les témoins. Il compare les indices et les déclarations. Le schéma est toujours le même. Des femmes, prostituées pour la plupart, qui montent dans une voiture, un endroit isolé, une mort par strangulation, puis le démembrement. Enfin, les parties du corps éparpillées à travers Novosibirsk et ses environs. Et sur plusieurs corps, des signes gravés dans la peau ou sur les os. Des pentagrammes, des symboles qui évoquent des rites sataniques. Sur les crânes de plusieurs victimes, les experts trouvent des traces d'outils, des marques de ciseaux dans les os, tracées délibérément pour rendre l'identification difficile ou pour orienter l'enquête vers une fausse piste. Le tueur pense, il calcule, il s'améliore. Ses premières victimes ont été découvertes rapidement. Les suivantes, de moins en moins. Après 2002, les restes retrouvés deviennent de plus en plus fragmentaires, de moins en moins nombreux, comme s'il apprenait à effacer ses traces à chaque passage. En 2006, l'enquête est suspendue. Aucun suspect n'est identifié. En octobre 2007, le procureur général adjoint de la Fédération de Russie, Alexandre Bastrykine, convoque une réunion à Novosibirsk. Il critique publiquement les forces de l'ordre locales. Il parle de manque de professionnalisme, de négligence, d'un crime de grand danger public laissé sans réponse pendant des années. L'équipe d'enquête fait preuve d'un certain calme, alors que ça devrait être l'inverse. Il faut se fixer l'objectif psychologique de résoudre ce crime à tout prix. L'enquête reprend avec une vigueur qu'elle n'avait jamais eue. Une liste de 18 suspects est dressée. Des hommes de la région, des hommes qui avaient eu des contacts avec des victimes, des hommes dont les déclarations comportaient des incohérences. Chacun est examiné. Chaque garage, chaque véhicule, chaque alibi. Parmi eux, un ancien policier retraité, Yevgeny Tchouplinski. Il n'y a aucune preuve contre lui, mais trop de coïncidences, trop de questions restées sans réponse depuis 2004. Ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est que l'homme qu'ils cherchent à comprendre vit à Novosibirsk depuis toujours et qu'il connaissait certaines de ses victimes depuis bien avant leur mort. Yevgeny Alexandrovitch Tchouplinski est né le 14 mars 1965 à Novosibirsk. Il passe son enfance dans un quartier ouvrier, un père qui travaille beaucoup et rentre fatigué, une mère peu présente, un fils unique livré à lui-même. À l'école technique de mécanique, il grimpe vite dans l'organisation du Komsomol, la jeunesse communiste. Non pas par conviction, mais par méthode. Il sait comment se rendre utile aux gens au-dessus de lui. Il sait sourire au bon moment. Ses camarades le remarquent. Ils lui donnent un surnom, Choupa Choups, à cause de son nom de famille, et de son caractère trop lisse, trop sucré, trop orienté vers ses supérieurs. En 1984, il est recruté dans les unités navales des troupes frontalières du KGB soviétique. 3 ans de service. Il se forme au combat, à la politique, au maniement des armes. Il devient excellent à l'entraînement et dans l'art de s'infiltrer. Il fait la fierté de ses officiers, en apparence du moins. En réalité, ceux qui le connaissent bien voient autre chose. Un homme qui se montre plus qu'il ne sert, qui accumule les bons points plus qu'il ne prend de risques, qui a une façon de regarder ses supérieurs que ses pairs trouvent déjà un peu trop calculée. Il est démobilisé en 1987. Il rejoint presque immédiatement la police de sécurité privée du district Kirovski, à Novosibirsk. Il monte au grade de sergent. Son ancienneté militaire compte dans son ancienneté de service, ce qui lui permettra de prendre sa retraite anticipée après seulement 16 ans de service total. Sa zone de patrouille, c'est le district Kirovski, et une partie de son itinéraire passe par la rue Vatutina.
la route des ivrognes. Chuplinski connaît les femmes qui travaillent là. Il les connaît par leur prénom. Il sait qui se drogue, qui a des enfants, qui a besoin de protection. Il les défend contre les hommes violents qui rôdent. En échange, des informations sur ce qui se passe dans le quartier, les trafics, les étrangers suspects, et 50 roubles par jour chacune. C'est la coopération mutuelle, comme il le dira lui-même. Ses supérieurs voient d'un mauvais œil ses fréquentations. Des rumeurs circulent sur la nature exacte de ses relations avec les femmes de la route. Vers l'an 2000, le chef du département de sécurité privée lui pose un ultimatum. Démissionner ou changer de département. Chuplinski choisit de muter. Il passe au 2e commissariat du district Leninsky, au poste de la salle de permanence. La paperasse, les gardes à vue, les formulaires, loin de la route des ivrognes. En 2003, il prend sa retraite avec les honneurs. Médaille pour distinction au service, 46 lettres de félicitations et certificats d'aptitude. Il ouvre une petite entreprise, vente de décorations murales en métal. Et le soir, le week-end, il travaille comme chauffeur de taxi. Il s'est marié 3 fois. Sa première épouse, il la quitte enceinte de 6 mois après une dispute. Et quand elle tente de revenir 2 semaines plus tard, une autre femme occupe déjà l'appartement. Son fils de ce mariage dit n'avoir jamais vu son père de sa vie. La première femme résume Chuplinski en 4 mots. Étroit d'esprit, cynique, primitif et arrogant. Sa deuxième femme, il la soutient pendant 7 ans à travers un cancer. Chimio, opération, traitement lourd. Et puis en 1997, il contracte la syphilis. Il se sépare en bons termes, dit-elle. Elle ne croit pas, aujourd'hui encore, qu'il soit coupable. La troisième, une jeune femme médecin, fille d'un entrepreneur prospère de Novosibirsk. Ils se marient en 1998. Son beau-père leur achète un appartement dans un joli quartier, les aide à acquérir une voiture. Ils ont 2 filles, l'une en 2003, l'autre en 2008. La famille entière le décrit comme un beau-fils calme, équilibré et aimable. Il élève des caniches, il va aux expositions canines, il participe à la vie de son immeuble. Il décore lui-même les couloirs avec des fleurs. Par contre, la nuit, il prend des femmes dans sa voiture et personne ne sait où elles finissent. Été 2004. Maria Shumilova a 31 ans. Elle se déplace avec des béquilles, une fracture à la jambe. Ce soir du 18 juin, elle fête son anniversaire avec son mari. À 22h50, elle appelle sa mère depuis son téléphone portable. Elle lui dit qu'elle rentre. Elle n'arrivera jamais. Maria n'est pas retrouvée. Son corps non plus. Mais son téléphone, lui, va réapparaître. Quelques semaines plus tard, les enquêteurs tracent l'activité du téléphone de Maria. Une nouvelle carte SIM vient d'y être insérée. Une carte enregistrée au nom d'un certain Yevgeny Chuplinski. Il le convoque. Il est calme, décontracté. Il explique qu'il est chauffeur de taxi. Des passagers ont laissé un téléphone dans sa voiture. Personne n'est venu le chercher. Il l'a gardé. Il est ancien policier, l'histoire est plausible, on le laisse partir. Quelques semaines plus tard, retour au commissariat. Formalité, il faut consigner l'explication par écrit. Cette fois, l'histoire a légèrement changé. Ce ne sont plus des passagers distraits. Ce sont des hommes qui ont tenté de le voler. Il les a repoussés dans la bagarre. Ils ont perdu le téléphone. Il l'a récupéré. L'enquêteur note le changement. Il ne dit rien, mais il note. Les soupçons s'effacent. Chuplinski est un ancien flic. Sa version, même modifiée, reste dans le domaine du possible. Les enquêteurs passent à autre chose. En 2006, quand tous les dossiers sont enfin centralisés par un seul enquêteur, le nom de Chuplinski revient à la surface. Les coïncidences s'accumulent. Il connaissait plusieurs victimes, des femmes qui travaillaient sur son ancienne zone de patrouille. L'enquêteur sait que c'est faux. Elle était informatrice dans son service. Il lui demandait des renseignements. Il la connaissait. Les enquêteurs obtiennent l'autorisation de fouiller un de ses garages. Ils emmènent un chien spécialement entraîné pour détecter les corps humains, vivants ou morts. Le chien entre dans le garage de la rue Sefarimicha. Il s'arrête au milieu de la pièce, s'allonge au sol et il hurle à la mort. Les hommes commencent à creuser. Rien. Pas de corps, pas de reste. Les fouilles ne donnent aucun résultat. Le maître chien expliquera plus tard que les chiens réagissent ainsi non seulement aux cadavres, mais aussi au sang humain. En grande quantité. Ce détail, à ce moment-là, ne reçoit pas l'attention qu'il mérite. Chuplinski passe 3 mois en détention provisoire. Les enquêteurs sont convaincus de sa culpabilité. Ils ne peuvent pas le prouver. Ils n'ont rien d'assez solide pour l'accrocher définitivement. Il est donc relâché. Il reprend sa vie, sa femme, ses filles, ses caniches.
Mais les preuves contre lui existent déjà, préservées dans des sachets plastiques fermés, dans des boîtes étiquetées, dans les tiroirs d'un laboratoire de Novosibirsk. Elles attendent que la science soit prête à les décoder. Depuis le premier meurtre en 1998, les enquêteurs avaient prélevé et conservé des traces biologiques sur chaque scène de crime. De la sueur dans les vêtements des victimes, de la peau sous les ongles, du sperme sur les corps, sur les vêtements, dans des préservatifs retrouvés à proximité, des fragments de tissu, tout soigneusement préservé, étiqueté et classé. En attendant que la technologie permette de révéler leurs secrets. Et là, c'est un autre type de témoin qui se prépare. Un prélèvement conservé dans un sachet, un témoin matériel qui n'oublie rien. En 2016, le laboratoire de génétique moléculaire de Novosibirsk travaille activement avec le comité d'investigation. L'enquêteur Vladimir Bondarenko, qui a pris la suite d'Igor Chicha, maintenant retraité, ordonne les examens nécessaires pour les pièces conservées depuis des années. Les profils génétiques sont extraits, un par un, comparés à la base de données ADN régionale. Un profil correspond, sur plusieurs scènes de crimes différentes, plusieurs victimes différentes, sur des objets prélevés entre 1998 et 2004. Le même profil, la même personne. Yevgeny Tchouplinski. Un agent de police se présente à son lieu de travail. Routine, dit-il. Un nouveau prélèvement ADN dans le cadre d'une vérification de masse doit être effectué. Tchouplinski accepte. Il est un peu troublé, mais il donne son accord. 1 mois plus tard, le résultat arrive. C'est positif. Il est arrêté en avril 2016. Au premier interrogatoire, quelque chose se passe. Tchouplinski parle. Il parle trop. Il donne des détails sur des scènes de crimes précises, sur des victimes précises, que les enquêteurs n'ont jamais rendues publiques. Des informations qui ne figurent dans aucun rapport accessible. Des détails que seul l'auteur des faits pouvait connaître. Et puis il réalise, et il se tait. La tactique de Bondarenko, ne lui communiquer que les informations strictement exigées par la loi. Le minimum, puis laisser Tchouplinski se révéler à travers ce qu'il prétend savoir, et ce qu'il ne devrait pas savoir. Ça fonctionne. Plusieurs fois dans les semaines qui suivent, il glisse des détails non communiqués, des faits que les enquêteurs connaissaient mais n'avaient pas partagés, mais aussi des faits que les enquêteurs ne connaissaient même pas encore, et qui se révèlent exacts après vérification. Il sait, et maintenant ils peuvent le prouver. En juin 2016, Tchouplinski et son avocat demandent un accord préalable au procès. C'est une procédure prévue par le code pénal russe. L'accusé fournit des aveux complets et détaillés sur tous ses crimes, connus et inconnus des enquêteurs. En échange, il ne peut recevoir plus de 2/3 de la peine maximale, ce qui, théoriquement, lui éviterait la réclusion à perpétuité. Le parquet de la région de Novosibirsk approuve l'accord, et Tchouplinski commence à parler. Ce qu'il dit dans ses interrogatoires, filmés, enregistrés, consignés, est précis, méticuleux, clinique. Il décrit son mode opératoire. Il conduisait sur la route des ivrognes. Il montait une femme dans sa voiture. Les premières années, en uniforme, c'était simple. Les filles ne se méfiaient pas. Plus tard, comme chauffeur de taxi, il opérait différemment. À un endroit isolé, de l'alcool, et à un moment qu'il décrit avec une précision froide, elle l'insultait, elle le provoquait. C'est du moins ce qu'il dit. Il se positionnait alors derrière elle, puis lui attrapait le cou avec le creux des coudes. Il la frappait à hauteur de la hanche pour lui faire perdre l'équilibre. Au moment où ses pieds quittaient le sol, elle ne pouvait plus résister. Il appuyait et il attendait. Après la mort, il démembrait le corps. Il le transportait en morceaux. Il dispersait les restes à travers la ville, dans des décharges, dans des bois, dans des canaux, enveloppés dans du papier journal ou dans des sacs. Et sur certains corps, il gravait des signes, des pentagrammes, des symboles occultes, pour faire croire à une piste rituelle, pour dérouter les enquêteurs. Les enquêteurs croisent ces déclarations avec les données de l'enquête. Les détails correspondent, les méthodes correspondent. Et ce que Tchouplinski révèle sur des crimes inconnus, des victimes dont personne ne savait encore qu'elles étaient mortes, se confirme après vérification. Il parle de 29 meurtres, 10 de plus que le nombre de dossiers ouverts. 10 femmes dont personne, avant ses aveux, ne savait ce qui leur était arrivé. L'accord préalable est actif. Il va éviter la perpétuité. Mais en avril 2017, lors d'un interrogatoire informel, Bondarenko évoque un autre tueur en série de Novosibirsk qui avait lui aussi conclu un accord préalable, mais avait caché des informations. Le tribunal avait annulé l'accord, l'accusé avait écopé de la perpétuité.
Chuplinski écoute. Et peu après, il change de stratégie. Il commence à revenir sur des informations qu'il avait déjà révélées. Il minimise. Il revient sur ses propres aveux. Le tribunal examine l'accord. Il conclut que Chuplinski n'a pas rempli ses obligations. Témoignage complet et sincère sur tous les crimes. L'accord est donc annulé. Chuplinski demande alors un procès devant un jury. C'est son calcul. Des citoyens ordinaires, sans formation juridique, sans accès à son dossier complet, à son profil psychologique, à ses antécédents, aux résultats de ses examens psychiatriques, seront plus faciles à convaincre qu'un juge professionnel habitué à évaluer les preuves selon la loi. Il a eu des années pour préparer sa défense. Il dit maintenant qu'il n'a tué personne, que les aveux lui ont été arrachés sous pression et sous menace, que sa femme et ses filles ont été intimidées, qu'il s'est auto-incriminé pour les protéger, dans le cadre d'un programme de protection des témoins, qu'un ancien collègue, mort en 2004, est le vrai coupable. Un homme qui ne peut plus parler, qui ne peut plus se défendre. C'est contre ça que le ministère public doit argumenter. Les arguments de l'accusation, les aveux enregistrés sur vidéo, les experts psychologiques qui les ont analysés image par image et qui concluent unanimement à l'absence de signes de contrainte ou de suggestion. Les détails que Chuplinski a révélés, détails qui ne lui avaient jamais été communiqués et qui ont été confirmés par l'enquête. Et les données génétiques, son ADN retrouvé sur plusieurs objets prélevés sur plusieurs scènes de crime, lors d'investigations portant sur plusieurs victimes différentes, sur une période de plusieurs années. L'examen psychologique et psychiatrique conclut à un trouble de la personnalité antisociale et à ce que les médecins appellent une homicidomanie, une attirance irrésistible pour le meurtre, une pulsion meurtrière sans déclencheur situationnel particulier, pas de crise, pas de rupture, une pulsion constante, contrôlée en apparence, exprimée méthodiquement. Le jury n'entend pas tout ça lors du procès. Il n'a pas accès à l'identité complète de l'accusé, à ses antécédents, à ses évaluations psychiatriques. C'est la règle en Russie. Mais les arguments présentés suffisent. Le 28 février 2018, le jury délibère. Il revient avec un verdict unanime. Coupable, coupable et sans indulgence. Le 6 mars 2018, la juge Vukova lit la sentence. Réclusion à perpétuité. Depuis le box, Chuplinski réagit pas. En septembre 2019, il est transféré dans la colonie à régime spécial d'Ikassis, dans le village d'Elban. Il a 59 ans aujourd'hui et il écrit actuellement un livre sur sa vie. 19 victimes officielles, 29 selon ses propres aveux, avant qu'il ne se rétracte. Personne ne connaît le vrai chiffre. 12 des 19 femmes recensées dans l'acte d'accusation n'ont jamais été identifiées. Dans les dossiers, elles s'appellent numéro 1, numéro 4, numéro 11. Pas de nom, pas de famille qui sait ce qui s'est passé, pas de tombe avec une date. L'enquêteur Vladimir Bondarenko dit qu'il ne croit pas que Chuplinski ait arrêté de tuer en 2004. Après 2002, les fragments retrouvés devenaient de moins en moins nombreux, de plus en plus difficiles à trouver. Il apprenait à tout faire disparaître. Ce n'est pas l'arrêt d'un tueur en série, c'est la progression d'un homme qui devient meilleur dans ce qu'il fait. Combien de femmes sur cette route des ivrognes, dans une ville qui ne voulait pas voir, ont disparu sans laisser aucune trace? C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez me dire ce que vous pensez de cette affaire, les commentaires sont là pour ça. La playlist en description pour continuer à regarder un peu de True Crime. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était SH. Bye bye.